Je crois que les subprimes, bon, en un mot, hein, pour repréciser ce que c'est, ce sont des prêts hypothécaires qu'on a octroyés à des gens, a priori, que l'on savait non solvables, ou en tout cas qu'il y avait eu des accidents de paiement déjà dans le passé. Je vous arrête une semaine, c'est pas con, hein, c'est les Américains, hein, c'est pas nous. Hein. Que les Américains ont octroyé. Mais enfin, vous allez voir que tout est lié hein, à la sortie, malheureusement. Non, mais on parle beaucoup des subprimes américains, mais on pourra en parler tout à l'heure. On a fait à peu près la même chose partout et dans tous les pays occidentaux. En plongeant dedans, bien sûr. Absolument. Derrière. Donc ces prêts hypothécaires qui ont rapidement posé problème dès que les taux d'intérêt sont montés, puisque les gens ne remboursaient pas pendant les 2 premières années, et puis ensuite ils espéraient revendre leur maison pour pouvoir rembourser leur emprunt. Évidemment, avec la baisse des prix, il se passe ce qui devait arriver, c'est-à-dire le défaut de paiement, et ensuite un effet en chaîne. Je crois qu'il faut considérer que en fait, les subprimes ne sont que la partie émergée de l'iceberg qui a depuis émergé entièrement, ou on l'espère entièrement, qui est tout simplement, on a affaire à une crise d'endettement qui a été majeure, via des taux d'intérêt extrêmement bas pendant plusieurs années, pratiqués par les banques centrales américaines en tête, évidemment. Ça, à cause du 21 septembre, les mesures ont été prises à baisser les taux et on les a gardés très longtemps très bas. Absolument, 11 septembre qui faisait suite à déjà un début de récession aux États-Unis, puisqu'on était déjà en récession aux États-Unis au moment du 11 septembre 2001. Et donc, baisse des taux d'intérêt très fort et alimentation d'une bulle de liquidité au niveau mondial, drainée par les États-Unis d'abord. Mais ça a été vrai aussi en Europe, ça a été vrai au Japon, ça a été vrai un peu de l'ensemble des banques centrales. Et donc, cette masse de liquidité disponible pour le secteur bancaire a été ce qu'on appelle titrisée, c'est-à-dire que pour faire face à des ratios de prudentiel dans les banques, évidemment, elles ne peuvent pas avoir un accroissement de bilan extrêmement... Elles ne peuvent pas démultiplier leur bilan, puisque c'est évidemment en face des fonds propres. Donc, oui, c'est l'épargnant. Pour pouvoir octroyer toujours plus de crédit et alimenter cette bulle aux États-Unis, mais ailleurs aussi, eh bien, évidemment, elles ont eu recours à ce qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire on prend un crédit, on le sort du bilan, on le revend à quelqu'un d'autre. Donc les banques se sont transformées non pas en je reçois de l'argent, je le transforme et j'octroie un prêt à un particulier, à une entreprise ou autre, mais simplement en une chambre d'enregistrement de commission, je prends un risque. Finalement, puisque de toute façon j'ai l'assurance que je vais le revendre à quelqu'un d'autre, je ne regarde pas tellement la qualité du risque, puisque moi je me contente, en tant que banquier, je me contente de prendre la commission. Sauf que évidemment un jour ça ne marche plus, à partir du moment où le risque éclate, et le révélateur ça a été les subprimes, mais ça aurait pu être autre chose, eh bien évidemment ces risques-là, ils reviennent, et on s'aperçoit qu'ils sont considérables, et de fait de cette masse d'épargne extrêmement importante sur la planète, ce risque est diffusé un peu partout, et malheureusement, ce risque américain à l'origine, on le retrouve en Europe, dans certaines entreprises qu'on a citées encore dernièrement, dans des SICAV monétaires dynamiques, ça c'était il y a 1 an, on le retrouve dans les banques japonaises, on le retrouve dans des banques russes, voilà. Alors, cette crise, ça fait quand même... Ça a commencé, il va y avoir bientôt 2 ans en fait, mais on l'a vraiment senti à partir de l'été 2007. Oui. Pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps? Et pourquoi est-ce qu'on est quand même, c'est parti d'Amérique, vous l'avez dit vous-même, et pourquoi on est nous nettement plus touchés que les États-Unis? Les indices américains perdent environ 20%, nous, je le disais tout à l'heure, on en perd 30%. Pourquoi? Alors, 2 phénomènes à cela, juste sur l'aspect technique des indices. Les indices boursiers, on parle des indices phares, CAC 40, Dow Jones, en fait, les indices boursiers, évidemment, n'ont pas, selon les pays, le même poids représentatif des secteurs au sein des secteurs d'activité économique. Et en l'occurrence, il se trouve que dans les indices européens, CAC 40 notamment, mais c'est vrai aussi des autres indices ailleurs en Europe, ou des Eurostoxx pour la zone euro, le secteur bancaire est surreprésenté par rapport à ce qu'il est aux États-Unis. Et c'est nous le plus affecté en ce moment. Alors, il y a cette explication qui est technique. Et puis, il y a une explication qui est évidemment toujours a posteriori, mais on remarquera que chaque fois qu'il y a une crise économique, et ce n'est pas la première que nous traversons,
crise financière, il y a un rapatriement des capitaux vers les États-Unis de la part des investisseurs américains d'une part, et deuxièmement, encore aujourd'hui, il se trouve que le dollar sert un peu de valeur refuge quand même sur la planète en tant que monnaie de référence. Ça reste la monnaie de référence au niveau planétaire. Et donc, évidemment, il y a une courbe. C'est pour ça, notamment, vous remarquerez la réappréciation du dollar depuis le début de l'été. On est passé de 1,60 à 1,38 ce soir. Donc, il y a un rapatriement des capitaux et une course vers les actifs refuges. Donc, une meilleure résistance des actifs américains à ce jour par rapport aux actifs. Et puis le marché américain est globalement un marché beaucoup plus important. Absolument. Qui bouge également quand même. C'est comme un poids lourd, hein, il se déplace moins vite. Absolument. Évidemment. Alors compte tenu de toutes ces incertitudes économiques et financières, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, à court terme, enfin, force est de reconnaître, si je faisais des prévisions à court terme, j'espère que tout le monde considérerait que ça n'est pas sérieux et je serais malvenu de le faire. Bon, on parle bien du court terme. Et sur le court terme, force est de constater que la crise est majeure. On a une crise financière qui a de fortes chances, si ce n'est pas déjà fait, de dégénérer en crise économique majeure, elle aussi. Donc, à court terme, évidemment, l'attrait des actifs risqués est peu, on est peu enclin à se porter sur des actifs risqués. Pour autant, c'est bien lorsque plus personne ne veut de risque, et donc lorsqu'il est rémunéré, qu'il faut se porter vers le risque, et pas lorsque tout le monde en veut, et lorsqu'il n'est pas rémunéré. C'était le cas il y a 2 ans, les actions étaient au plus haut, elles ne rémunéraient pas. C'était le cas aussi de toutes ces obligations de crédit privé dont on parle aujourd'hui, les problèmes de dette émises par les banques ou par certaines entreprises. General Electric, depuis 2 jours, fait l'objet de toutes les attentions sur la planète. On parle quand même de la première entreprise industrielle au monde. Oui, d'ailleurs, si on baissait comme ça aujourd'hui, en fin de séance, on a dit que c'était à cause de l'automobile et c'était aux États-Unis surtout. Absolument. Et donc, mais lorsque tout le monde cherche du rendement avec un excès d'épargne sur la planète, évidemment, on comprend bien que les actifs rapportent peu et que pour trouver du rendement, on se livre à une ingénierie financière plus ou moins hasardeuse, et il se trouve qu'elle a été hasardeuse. Mais en revanche, c'est bien lorsque les primes de risque, qu'on appelle les primes de risque, c'est-à-dire la rentabilité des actifs risqués par rapport aux emprunts d'État qui aujourd'hui rapportent 4% à 10 ans, c'est bien lorsque cette prime de risque se reconstitue que lorsqu'on a une visibilité de long terme. Là, ici, ce soir, on parle de retraite. C'est vrai aussi pour les assureurs, c'est vrai pour les investisseurs de long terme, en général, qu'ils soient particuliers ou entreprises. C'est à ce moment-là qu'on doit se porter et qu'on doit acheter du risque. Ce n'est pas lorsqu'ils ne rémunèrent pas. Tout à fait. Donc, pour le long terme, et c'est le cas, enfin, pour les épargnants, ça intéresse aussi, mais pour le long terme, on pourrait presque dire qu'on est arrivé à un point d'entrée, en fait, parce que ça peut baisser encore. On l'a bien vu aujourd'hui, on ne s'y attendait pas en fin de séance, mais ça peut rebondir également. Et aujourd'hui, rentrer pour de la retraite, pour du 20-25 ans, c'est sans risque. C'est une opportunité presque. Oui. Tout au moins par rapport à il y a 14 mois. Par rapport à il y a 14 mois, assurément. J'espère que par rapport à dans 6 mois, je l'espère aussi. Mais non, mais évidemment, le niveau de stress aujourd'hui est maximum. Donc on ne peut pas demander l'impossible aux gens, c'est-à-dire d'acheter un couteau qui tombe. C'est toujours difficile. Mais je partage totalement la remarque. Et puis je voudrais rajouter un point, c'est que lorsque, des études ont montré dans le passé et encore aujourd'hui que plus on communique à des personnes physiques ou morales, dont c'est le métier, comme c'est les gérants d'actifs, qu'ils soient banquiers, assureurs, caisses de retraite ou autres. Lorsqu'on leur communique de façon trop fréquente les variations des actifs, c'est-à-dire si on écoute tous les jours, pardon pour... mais c'est pas grave. Mais lorsqu'on s'intéresse tous les jours à la valorisation de son portefeuille, ça fait monter le stress et ça fait monter l'aversion au risque. Si quelqu'un a, ce qui peut être mon cas par exemple, 15 ans devant soi ou 20 ans devant soi pour investir, on achète des actions aujourd'hui et puis on verra dans 5 ans ou dans 10 ans ce que ça vaut. Et à ce moment-là, on est sûr de gagner. Écoutez, sur des périodes de 20 ans, j'ai toujours entendu dire que oui, le placement action, sur 20 ans, reste toujours le meilleur. Oui. Il y a des exemples que je prends, c'est pas au hasard, ne serait-ce que sur 12 ans d'ailleurs. Sur 12 ans, parce que j'avais commencé une émission sur une chaîne de télé il y a 12 ans, et en septembre 96, le CAC était à 2003. Ce soir, il est encore à 4000. Ça veut dire qu'en 12 ans, malgré tout ce qu'on a vu, il a doublé. Oui.
c'est quand même finalement pas si mal, et ça prouve que sur le long terme, le placement action... Et entre-temps, on reçoit des dividendes chaque année. Et en plus, chaque année, s'ajoute un bon 3 maintenant, un bon 3, presque 4% maintenant, qui s'ajoute chaque année, effectivement, sachant qu'à 3%, le capital, il double pratiquement en 20 ans. Absolument. Donc, placement action, ça reste bon sur le long terme. Indiscutablement, peut-être pas pour demain.